santé. Mais par rapport à votre projet et le cœur de cette table ronde, ça va être la santé. Enfin, c'est plus vous qui allez définir ce que c'est qu'un objet connecté. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et moi, je parle plutôt, comme monsieur, en disant en quoi ça sert pour désenclaver des territoires et comment faire entrer les objets connectés dans les officines. Alors, par rapport à cette première... Oui. Donc, moi, je voulais faire juste une petite présentation du secteur de Cap-Nord, de la région Nord, un petit peu, pour dire quels étaient nos problèmes, en fait. Pourquoi on était arrivé à parler un petit peu de... dans 30 secondes, on est prêt. En particulier, des objets connectés, en particulier pour la e-santé. Donc on va rentrer particulièrement là-dessus, mais pour l'introduction, peut-être dire que les objets connectés nous intéressent par rapport à certaines problématiques qui sont ça, et on développera par la suite. Je vous laisserai un temps de parole pour bien développer justement quelles sont ces problématiques-là, et elles vont, je pense, nous servir de squelette pour la suite de notre table. C'est une heure, c'est ça? Oui, on a une petite heure. Ouais. D'accord. On pourrait en parler toute la journée. Justement, c'est ce qui est assez compliqué en fait. What? Non mais là je viens de muter en fait, c'est pour ça, parce que j'étais en train de discuter avec eux. Donc, Là maintenant tu vas m'entendre. Yes. Nous avons nos deux micros, nous avons tout, j'attends le petit signe et nous allons démarrer notre deuxième plateau télé. Bien, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bel bonjour. C'est parti pour ce plateau télé. C'est à l'occasion de la 3e édition de la journée Territoire de demain que ce plateau télé a été mis en place. À cette occasion, nous allons parler numérique, bien sûr, mais plus particulièrement objets connectés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un objet connecté? À quoi ça sert? Pourquoi ce n'est plus le futur, mais le présent, et surtout en quoi ils peuvent répondre à quelques problématiques liées à notre territoire, notamment en matière de santé. Voici ce que nous allons aborder sur ce plateau télé. Ça s'intitule « Comment intégrer les objets connectés dans l'environnement de la santé en Martinique ». À notre table, et pour parler de ce vaste sujet dont on pourrait rester des heures à discuter, nous avons à ma gauche, et nous allons commencer par les dames, si vous m'excusez cette politesse. Et nous avons Madame Morvan, Cécile de son prénom. Elle est auteure et coordinatrice spécialisée en objets connectés. Bonjour. Et première question. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que les objets connectés et à quoi ça peut servir? Alors, les objets connectés santé, puisque je m'intéresse particulièrement à la santé, ce sont des ensembles de technologies qui permettent de pouvoir suivre des constances quand on est à domicile ou dans des EHPAD, avec un lien direct avec les professionnels de la santé. Bien. À votre droite, nous avons Monsieur Deguel, qui est médecin et porteur du projet Happy Moon. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, deux questions. La première, c'est qu'est-ce que le projet Happy Moon? Et la deuxième question, les objets connectés. Donc, Happy Moon, c'est en fait une maison de retraite à domicile. Donc, l'idée, c'est que les conditions vont être de plus en plus difficiles pour trouver des maisons de retraite, pour pouvoir être pris en charge. Et donc, quelque part, c'est d'utiliser tous les services qui existent dans une maison de retraite et de les mettre à domicile. Et donc, Happy Moon, c'est une plateforme qui permet de pouvoir coordonner tous les services pour que la personne puisse rester à son domicile, quel que soit son degré de dépendance. Donc ça veut dire qu'elle va coordonner des services comme le service de la personne, comme le portage de repas, comme de la téléassistance, mais aussi l'utilisation des objets connectés dans un cadre de prévention ou dans un cadre plus curatif, pour que la personne soit vraiment prise en charge globalement avec un coût maîtrisé. Et pour vous, les objets connectés? Alors justement, c'est le cœur du métier, puisque ça me permet de suivre vraiment la personne à son quotidien, et donc d'être une interface entre ce qu'elle vit là et d'échanges avec les différents professionnels de santé, que ce soit l'infirmière, que ce soit le médecin traitant. Et donc, ça permet également de pouvoir prévenir une hospitalisation. Ça permet, quand on sort d'hospitalisation, de pouvoir suivre des paramètres de santé et être sûr que la personne est sur le chemin de la guérison. Un outil donc très très pratique pour vous. À ma droite, nous avons Monsieur Legluère, Patrick de son prénom. Vous travaillez à Idéo Caraïbes. Alors, Idéo Caraïbes, qu'est-ce que c'est? Et pour vous, les objets connectés, qu'est-ce que c'est également? Bonjour, donc Idéo Caraïbes est une société qui a été créée pour déployer le réseau Sigfox.
Le réseau Sigfox, c'est un réseau mondial maintenant qui a été créé pour les objets connectés, et uniquement pour les objets connectés. Alors, les objets connectés, il y a différentes sortes. Le téléphone en est un. Il va y avoir des objets qui vont fonctionner sur un réseau local. Et lorsqu'on a besoin d'un réseau étendu, on va fonctionner sur le réseau Sigfox, par exemple. Il faut savoir aujourd'hui que sur la Martinique, le réseau Sigfox couvre 95% de la population. Donc beaucoup d'applications après derrière peuvent découler pour... on peut utiliser ce réseau Sigfox. On aura l'occasion d'en rediscuter un peu plus tard. D'accord, merci bien. Et puis en face de moi, nous avons le président de la commission TIC de Cap-Nord, monsieur Lucien Salibert. Bonjour. Bonjour à tous. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est des objets connectés? Alors déjà, merci à vous d'être venu aujourd'hui nous parler de ces objets connectés, de la réalité virtuelle, en fait de faire du Nord le centre de numérique aujourd'hui. Et j'en suis vraiment fort aise, quoi. Je voudrais avant toute chose dire pourquoi nous sommes là en fait. Vous savez que pour ceux qui connaissent un peu moins le Nord c'est vraiment une région. Le constat est un petit peu dur, mais c'est une région où il y a un déséquilibre territorial, peu de services à la personne, une région enclavée. Donc nous voulons absolument, et puis où il manque beaucoup de services à la personne. Bon, donc nous avons voulu utiliser en fait le numérique pour essayer de répondre à un certain nombre de problèmes cruciaux pour nous. On parle sur la réalité virtuelle, mais surtout sur la e-santé. Nous allons en parler tout à l'heure. Vous savez comment nous souffrons du désert médical. Alors, on me dit que c'est vrai qu'en métropole c'est comme ça, mais en Martinique c'est pire. Certains maires qui sont là, moi y compris, simplement pour vous donner un exemple, lorsque nous avons un mort sous les bras, nous risquons de passer une demi-journée à chercher un médecin pour un simple certificat de décès. Les pompiers sont là, les pompes funèbres sont là, mais en fait, nous n'avons pas le médecin qu'il faut pour nous donner le... Donc aujourd'hui, ça nous a amené à réfléchir et à faire aujourd'hui ce type de journée pour essayer de répondre à des besoins qui sont cruciaux et urgents pour nous. Alors ces besoins, quels sont-ils? Eh bien, suivre, en particulier suivre, répondre au désert médical, c'est le premier. Répondre, avoir plus d'échanges entre nous, avoir plus de services à la personne et faire en sorte que notre population qui est en train de vieillir puisse avoir des services qui leur soient adaptés. Il y a un deuxième volet que nous allons certainement voir, comment les convaincre de ça aussi. Mais dans un premier temps, qu'est-ce que nous pouvons mettre en place comme moyen pour suivre ces gens, pour qu'on ait un œil en permanence sur eux? Évidemment, il y a des aidants commerciaux, il y a des aidants familiaux, il y a l'infirmière libérale qui passe de temps en temps, mais après, c'est le vide, on ne sait plus. Même le CCAS, les CCAS des communes n'arrivent pas toujours à suivre un nombre de plus en plus important de gens qui vieillissent et qui ont besoin de ces services. Donc, nous allons passer par ces objets pour nous permettre de les faire accepter et de nous permettre d'avoir un meilleur suivi de nos malades dans le secteur. Alors vous l'aurez compris, les objets connectés, comme on a l'habitude comme on peut le comprendre, sont des objets qui sont liés soit à Internet, soit à une application, soit au réseau. Pour parler technique, on va pouvoir dire qu'ils vont permettre au niveau de la santé de donner des informations aux professionnels pour savoir si au niveau de la tension, tout va bien, si au niveau du cœur, tout va bien. Est-ce que je me trompe, Madame Morvan, si bien on peut résumer ça comme ça? En fait, l'objet connecté est pour moi un objet indispensable, santé toujours, parce qu'il est curatif. Il est préventif, pardon, et ne doit pas être curatif. Et en fait, c'est ce qu'explique très bien monsieur, c'est que ça permet aussi un désenclavement grâce aux objets connectés. Imaginez, là, vous avez un oxymètre de pouls, donc qui est capable de connaître... votre taux d'oxygène dans le sang. Vous êtes asthmatique, donc on sait en plus que les maladies asthmatiques sont les maladies chroniques dont l'asthme sont exponentielles. Vous êtes capable de chez vous de pouvoir connaître effectivement votre taux de SAT, taux de saturation en fait, et d'avoir un historique de votre saturation. Et quand vous allez chez le médecin, au lieu d'y aller toutes les semaines parce que vous êtes en crise, vous y allez plus qu'une fois par mois. Et il a tout l'historique et est capable de vous dire, voilà, vous étiez en période de crise, qu'est-ce qui s'est passé, et de faire une analyse. Et c'est comme ça pour tous les objets. Alors ça, c'est plutôt ce qu'on appelle dans du bien-être. C'est Tucky. Le Tucky, c'est un thermomètre connecté pour enfants qui a deux fonctions. La première, ça prévient la mort subite du nourrisson. Alors c'est un bien grand mot, mais en fait, ça permet de voir si l'enfant est sur le ventre ou sur le dos quand il dort.
et de pouvoir alerter les parents dans la nuit ou n'importe où en disant votre enfant est sur le ventre, donc retournez-le. Et ça permet aussi, quand votre enfant est chez une nounou ou que vous êtes en train de travailler, de dire oh là là, je vois sur mon iPhone, enfin sur mon téléphone, sans faire de publicité, qu'effectivement il y a un pic de température et de prévenir la personne qui est proche de l'enfant en disant bah, c'est bon, il y a 6 heures de passé, je peux donner ma dose de Doliprane ou ainsi de suite. Donc en fait, les objets connectés doivent être effectivement préventifs. Et il y a un mot qui est très important que vous avez dit, c'est l'apprentissage et c'est l'acculturation. Donc en fait, si on ne parle pas des objets connectés, si on ne met pas un vernis sur l'ensemble des objets connectés santé, bah, en fait, la population ne la connaît pas. Et c'est dommage, parce qu'effectivement, vous regardez dans les officines, le pharmacien, c'est le seul acteur de la santé qui est en fait pignon sur rue, et c'est la première personne qu'on va voir. En plus, la pharmacie, c'est, comment dirais-je, une vie économique. Donc on sait qu'il y a des déserts médicaux. Alors je reprends effectivement en métropole aussi, la problématique est identique. À Paris, par exemple, en 7 ans, il y a 20% de médecins généralistes en moins, ce qui est énorme. Paris quand même. Hein. C'est énorme. Moi, je viens de la Basse-Normandie, du côté du Mont-Saint-Michel, je pense que ça parle à tout le monde. Mon père est pharmacien, ça fait des années qu'il cherche des médecins. Ils n'en trouvent pas. En revanche, si on met en place dans les officines des cabines de télémédecine, si on fait des points de vue réguliers avec des objets connectés, en mettant un planning en place, on peut désengorger effectivement les salles d'attente des médecins et redonner le vrai métier du pharmacien, qui est un métier de conseil, parce que le pharmacien, ben, c'est quand même plus de 5 ans d'études, et c'est pas juste un vendeur de petites boîtes, c'est un vrai professionnel de la santé. Je vais rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit en parlant de suivi. J'imagine que pour vous, en tant que médecin, Monsieur Deguel, ça a été une véritable bouée de sauvetage, si je peux me permettre l'idée, ce boom des objets connectés depuis quelques années. Alors, en fait, ce que je pense, c'est que le médecin a peut-être beaucoup de difficultés d'appréhender les nouvelles technologies, l'utilisation des nouveaux objets connectés. Donc oui, on a l'existence, bien entendu. Après, c'est de pouvoir l'intégrer dans une pratique. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus des objets connectés de bien-être qui existent, et on n'a pas encore vraiment trouvé les bonnes formules où on va pouvoir utiliser les objets connectés dans un cadre de santé. Donc c'est pour ça que nous, à Paymoon, c'est un peu l'objet, c'est justement d'être une plateforme, mais avec des niveaux d'alerte. C'est-à-dire que, je pense, notamment pour les personnes âgées, certes, même s'il y a un temps de formation qui est indispensable, ou qui est nécessaire, il n'y a pas l'obligation de connaître l'utilisation. C'est-à-dire que l'objet connecté, par exemple le tensiomètre, est capable, donc va faire une mesure, mais il est capable par lui-même d'informer une plateforme qui, en fonction du niveau d'alerte, va informer à ce moment-là l'infirmière ou le médecin traitant. Et donc, l'intérêt, ce n'est plus forcément, comme elle disait, de dire que le médecin traitant va recevoir le patient avec un carnet sur lequel sont notées toutes les glycémies ou toutes les tensions, mais simplement, il va avoir l'information qu'à un moment donné, attention, le patient a un problème et c'est celui-là que je dois voir en priorité. Donc ça veut dire qu'il y a des patients qui seront stables et que finalement je vais le voir tous les 3 mois. Par contre, il y a des patients qui sont instables et là, il faut vraiment se préoccuper et être plus attentif. Donc là, je vais vraiment pouvoir améliorer ma qualité et utiliser mon temps de travail à être beaucoup plus effectif. La seule chose, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans un objet connecté de bien-être où chaque objet connecté à sa propre plateforme d'utilisation, sa propre appli. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile dans le cadre d'un cabinet médical de dire que je vais utiliser l'appli provenant de tel objet connecté, l'appli de tel autre objet connecté ou l'appli de l'autre objet connecté. Donc, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité, qui fait que c'est difficile au jour d'aujourd'hui de pouvoir avoir une plateforme. Or, justement, c'était ça un peu l'intérêt d'Apimoon, c'est de dire, finalement, on va intégrer tous les objets connectés qui existent et on va pouvoir les transférer sur une plateforme et qui va, à ce moment-là, me donner les informations et les niveaux d'alerte. Et là, je vais pouvoir vraiment l'utiliser, ne pas être perturbé en permanence par l'information d'une tension qui est bonne,
hein, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais je vais être alerté quand il va y avoir un problème. Je vais prendre le cas, par exemple, un décompensé cardiaque qui sort de l'hôpital. On sait que la décompensation cardiaque est à haut niveau de mortalité. Ce sont des gens qui, malheureusement, ont un pronostic vital qui est quand même assez négatif et rapide. Avec mes objets connectés, ils sortent de l'hôpital, j'ai besoin d'un tensiomètre, j'ai besoin d'une balance, et donc quelque part, je peux avoir l'information, en fonction du scénario que je vais choisir, que ce soit quotidien ou hebdomadaire, je vais avoir l'évolution de la tension, de la fréquence cardiaque, du poids, et dès que mon scénario est activé, hein, que mon niveau d'alerte est atteint, je sais que là, je dois intervenir. Et donc, à ce moment-là, je deviens vraiment actif en tant que médecin. Et je préviens aussi l'hospitalisation, parce que ça veut dire que je revois son traitement, je l'améliore, je l'affine, je fais une prise de sang. Et donc, à ce moment-là, ça me permet vraiment d'éviter aussi les hospitalisations. Mais comme je disais au point de départ, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une phase d'amorçage, hein, où toute cette plateforme-là commence à émerger. Hein, chacun essaie de trouver une solution pour pouvoir réunir. Hein, mais c'est ça la vraie évolution, hein, où les médecins vont pouvoir réellement utiliser les objets connectés et intégrer les objets connectés une fois que tous ces objets connectés vont pouvoir communiquer ensemble. Madame Morvan, vous ne sembliez pas d'accord sur un des termes que M. Deguel a abordé. J'imagine que c'était l'interopérabilité ou bien le fait que chaque objet avait sa propre plateforme. Ça doit être pour ça que... Alors, en fait, l'interopérabilité est essentielle, incontournable. Néanmoins, je ne suis pas trop d'accord sur les objets connectés bien-être. Alors oui, effectivement, il y en a. On va dire qu'une balance, on veut perdre du poids, c'est du bien-être. Mais néanmoins, les objets connectés, ça sauve des vies. Et je vais vous donner un exemple tout bête. C'est un pilulier connecté. Alors, qu'est-ce qu'un pilulier connecté? Alors, je sais qu'ici, en Martinique, il y a Pharmagest qui est très développé. Pharmagest, c'est du logiciel informatique pour les officines, mais ils ont aussi créé un pilulier où, en fait, le patient va une fois par mois remplir son petit pilulier connecté, d'accord? Et quand il est chez lui, il doit prendre effectivement l'ensemble de ses médicaments. S'il ne le prend pas, il y a une alerte qui est donnée directement au pharmacien ou directement à l'aidant. Et pourquoi c'est pas capital? Parce que l'observance médicamenteuse, c'est le meilleur traitement pour un patient. Donc, pour moi, ça, c'est plus du bien-être. C'est de l'incontournable, c'est de la santé, c'est plus du curatif, ça me permet de vivre. Donc, on va avoir pléthore d'objets connectés, je suis d'accord. Tous ne sont pas en plus des DM. DM, ça veut dire dispositifs médicaux. Il faut faire attention à ce qui existe. Il y a des bons et des moins bons. Moi, j'ai recensé plus de 350 objets connectés et applications de santé. Donc, je parcours tous les congrès sur l'Hexagone, hein, que ce soit Pharmagora, les rencontres de l'officine, Monaco, Castres, l'Allier, Deauville, enfin, il y en a pléthore. Et à chaque fois, on me présente la solution miracle. Et à chaque fois, on me dit, écris sur ma solution miracle. Non, il y a du basique, oxymètre, tensiomètre, balance, pilulier connecté. Et le premier acteur dans l'interopérabilité, et je sais que c'est mon cheval de bataille parce que j'y crois, c'est toujours le pharmacien. Mais le pharmacien, il ne doit pas être seul. Et ça tombe très bien parce que le ministère, alors je reprends mes petites notes, le ministère a fait un plan d'investissement de 50 millions, c'est pas rien, effectivement, pour que des territoires tels que les Antilles, on va reprendre l'Allier ou la Basse-Normandie, aient des bonnes initiatives qui peuvent remonter en matière de santé connectée pour voir effectivement petit à petit comment ça va fonctionner. Donc l'État est très engagé là-dessus, mais vraiment très engagé sur la santé connectée. Monsieur Salibert, c'est quelque chose dont vous étiez au courant, cette réforme dont Madame Morvan vient de parler. Prenez le micro. Oui, a priori, elle vient de la voir, elle m'a dit qu'elle l'a eu dans l'avion, c'est très bien. Donc, je suis tout heureux d'apprendre ça. D'autant plus que chaque fois nous nous battons, c'est un de nos chevaux de bataille. Vous pensez que c'est véritablement une voie, j'ai pas envie de dire une voie de garage ou une voie de sortie, mais une possibilité pour ce territoire nord qui est désenclavé, qui manque de médecins, d'avoir ces pharmacies, parce qu'il y en a des pharmacies dans le nord, ça on veut pas, ça il n'en manque pas tant que ça, j'ai envie de dire, pour être un relais des objets connectés. Alors, plusieurs choses. La première, quand vous dites qu'il y a plein de pharmacies, c'est vrai, mais il y a encore des communes où il n'y en a pas assez. Où il n'y en a pas assez. Notamment une pharmacie de garde la nuit. Voilà, et encore une fois, dans le Nord Caraïbe, j'habite une commune pourtant de 2000 habitants, je n'ai pas de pharmacien, par exemple.
J'habite une commune aussi. Quand on parle d'objets connectés, de la nécessité de les avoir auprès des malades, j'habite une commune où le système de transport, il est défaillant. Enfin, ça concerne l'ensemble de la Martinique, vous allez me dire, et surtout ne rions pas. Mais il faut savoir que là-dessus, nous avons besoin de ce type d'études, nous avons besoin de ce type de financement. S'il y a des financements qui doivent favoriser l'implantation dans certains coins reculés des pharmacies, pourquoi pas? J'espère que, je sais qu'il y a un numerus clausus qui permet l'implantation des pharmacies en fonction du nombre, mais peut-être que pour certaines régions, et la nôtre en particulier, il va falloir qu'on s'y penche. Bon. Nous aussi, j'espère que ces fonds vont permettre aussi, puisque nous voulons attirer sur notre territoire un certain nombre de start-up pour nous aider justement à travailler, pour nous aider à répondre à ce type de besoins qui concerne le désert médical. Ces fonds dont on a parlé, ces 50 millions, ils seront les bienvenus et j'espère qu'ils vont inciter un certain nombre de petites entreprises à s'installer, à en bénéficier pour que nous ayons à terme une satisfaction auprès de nos administrés. Parce qu'en fait, ce qui est important pour nous, c'est que nos administrés aient une satisfaction dans ce domaine, qu'ils se sentent suivis, qu'ils se sentent écoutés, qu'ils se sentent encadrés, parce que c'est ça pour nous, c'est primordial. Nous avons une population qui deviendra de plus en plus vieille, et nous, les premiers aujourd'hui, nous en aurons besoin pour demain. Nous ne savons pas encore les transports, ce que ça va donner. Nous savons aussi, par contre, que les maisons médicales de service, c'est pas les maisons spécialisées sont extrêmement chères. Donc, l'orientation aujourd'hui, c'est que les malades restent chez eux. Donc, s'ils restent chez eux, il faut qu'ils soient suivis. Il faut qu'il y ait des objets connectés pour permettre à leurs médecins, à leurs pharmaciens, à leurs parents, à leurs enfants de connaître leur situation en permanence. Et nous, au niveau des municipalités, de pouvoir suivre dans de bonnes conditions ces gens qui seront nos administrés. Alors la première chose, c'est quand même hyper important ce que vous dites, et je pense que monsieur est là pour le montrer, je vais lui laisser la parole. Il y a un truc complètement capital quand même, ça s'appelle Internet. Il faut que ça passe. Faut que ça passe. Si vous avez que des zones blanches, bah, vous pouvez dire adieu aux objets connectés. Donc il y a des réseaux qui ne sont pas les grands opérateurs, mais d'autres qui fonctionnent aussi très bien sur des objets connectés, tels que monsieur va nous en parler. Eh bien justement, il l'a abordé. Juste un petit mot pour continuer là-dessus. Quand on parle de zones blanches, dans le Nord, nous souffrons de ce problème. Par exemple, on nous a depuis très longtemps promis que la fibre optique allait arriver chez l'habitant. Chez l'habitant. Donc tant que... Pour permettre aux entreprises de venir s'installer, pour qu'une entreprise vienne s'installer chez vous, il faut justement qu'elle ait ces moyens de communication qui soient performants. Parce que s'il vous faut balancer une recherche, vous avez le temps d'aller prendre un café, de revenir, que la réponse n'est pas revenue, excusez-moi, ça ne peut pas aller. Mais ça coûte extrêmement cher. Nous savons que la CTM en Martinique a pris ce sujet à bras le corps. Bon, Cap-Nord s'en était déjà occupé parce que nous savons que c'est un vecteur, c'est un outil pour attirer les gens. C'est un outil pour pouvoir... On ne peut pas mettre des objets connectés alors qu'il n'y a pas de moyen de les relier. Bon, donc les zones blanches, je ne parle même pas des zones blanches, je dis qu'il faut aujourd'hui que la fibre optique dans le Nord arrive chez l'habitant. Point. Une chose dont tout le monde est conscient, hein, surtout avec l'essor des smartphones et des utilisations sur Internet, et les objets connectés en font partie. Mais nous avons une entreprise justement, Idéo Caraïbes, je crois que vous travaillez dans le réseau On travaille un petit peu dans les réseaux, oui, puisque donc le réseau de radiocommunication qui a été mis en place, et il est aussi présent sur les communes de Cap-Nord, déjà. Alors, juste sans besoin d'attendre la... En quoi votre travail sur le réseau est différent de ce que les entreprises qui nous apportent la fibre optique et la DSL font? Donc aujourd'hui, beaucoup de systèmes, beaucoup d'objets connectés existent et généralement on utilise une box qui est branchée effectivement sur Internet. Mais j'imagine mal cette box pouvoir fonctionner en cas d'alerte s'il y a une coupure de courant. Tout à fait. Donc je vais prendre un exemple tout simple, très concret aujourd'hui, qui va reprendre un peu tout ce qui a été dit et les différents besoins. C'est tout simplement un petit boîtier que l'on peut poser chez n'importe qui, chez un habitant, qui fonctionne sur le réseau Sigfox. Ce boîtier permet à n'importe quel intervenant à domicile de badger quand il arrive, de badger quand il ressort. Donc c'est une solution toute simple, il suffit de le poser, ça fonctionne de suite, pas besoin de box, rien du tout. Coupure de courant, ça fonctionnera aussi. Comment
comment ça fonctionne même quand il n'y a pas de coupure de courant? C'est quoi ce c'est réseau Sigfox, ce miracle? Il faut m'en dire plus. Le boîtier est équipé évidemment d'une pile, ou de plusieurs piles. Il faut savoir que grâce à ce système, grâce à cette technologie, les objets consomment très peu d'énergie. Donc le boîtier dont je parle, par exemple, a une autonomie de 2 ans. Donc c'est très confortable, d'autant plus qu'on va être averti que la pile est faible et qu'il va falloir la changer. Donc le petit boîtier qui est tout simple donc permet de suivre les intervenants, comme vous le voyez, tout type d'intervenants. On pourrait l'associer à votre plateforme, ça pourrait remonter toutes les informations à votre plateforme, avertir le pharmacien, donc les aidants, mais avertir aussi la famille, comme quoi son grand-père est bien pris en charge par tout le monde, comme c'est prévu. À travers cet exemple-là, on a parlé aussi d'économie. Ce boîtier a été implémenté dans le département du Loiret. Donc c'est le Conseil général du Loiret qui a investi là-dedans. Ils ont déployé 7600 box comme ça. Au niveau des allocations du département du Loiret, ça représente 35 millions d'euros par an d'allocations. Depuis qu'ils ont mis en place cette box, ils ont réduit de 10% les allocations. Donc ça apporte une réponse économique, permet de faire des économies, ça rassure les familles, ça rassure les patients. Donc c'est une solution qui permet d'être complémentaire à toutes les autres solutions. On ne va peut-être pas remonter exactement la valeur de la tension, mais on peut remonter de l'alerte. C'est quand même quelque chose d'important. À l'heure actuelle, vous l'utilisez pour des patients quel type de patients? Alors, ça peut être des personnes âgées pour le maintien à domicile. Une personne âgée, souvent, sa grande crainte, c'est de tomber. Voilà. Donc, il existe aussi, par exemple, une montre qui va détecter la chute. Et donc, la famille, les aidants, etc. Il peut y avoir toute une liste. Et dans cette liste-là, on va prendre la personne la plus proche, qui va être avertie. Si celle-là ne répond pas, ça va être la deuxième, etc. Mais cette même montre est aussi adaptée aux personnes atteintes d'Alzheimer. Certaines, en fonction du niveau d'Alzheimer, peuvent vivre chez elles, mais quand elles sortent, elles peuvent aussi se perdre. Donc, en déterminant un certain périmètre, les aidants, toujours pareil, vont être informés que cette personne est sortie du périmètre, mais ils vont pouvoir aussi localiser la personne. Madame Morvan, est-ce que c'est quelque chose qui peut être implémenté avec des objets connectés déjà existants, ou bien par rapport à ce que monsieur Le Gluer nous disait, il faut peut-être trouver un moyen de, par exemple, si on veut utiliser ce petit objet avec le matériel Sigfox, il faut avoir une adaptation, ou bien il existe déjà des objets qui peuvent se mettre sur ce réseau? Puisque à l'heure actuelle, cette problématique n'est pas encore résolue, cette problématique de réseau. Et nous avons besoin du réseau pour utiliser ces objets connectés. Voilà, c'est ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, il y a un manque de réseau aussi au niveau de la Martinique, alors que le réseau Sigfox y est. Des objets, il y en existe beaucoup qui fonctionnent sur certains types de technologies. Rien n'empêche les constructeurs de mettre la technologie Sigfox. Donc ça dépend des constructeurs en fait. Ça va dépendre des constructeurs. Il faut savoir que des objets qui fonctionnent sur le réseau Sigfox, il y en a des centaines par an qui sont en train de sortir. Le réseau Sigfox est un réseau mondial maintenant. Donc c'est au niveau mondial qu'il y a des fabrications d'objets. Des trackers GPS, il y en a qui sont fabriqués par la métropole, il y en a qui sont fabriqués par l'Europe, par les États-Unis, etc. Moi, je rêve qu'aujourd'hui, on a des étudiants qui sont là. Pourquoi pas aider ces étudiants-là à créer des objets qui vont fonctionner sur le réseau, il n'y a aucun souci. C'est très simple d'utilisation. Créer un objet qui fonctionne sur le réseau Sigfox, tout est en open source. Donc n'importe qui peut développer un objet. Je suis aussi enseignant à l'université à Toulouse, et ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est qu'aujourd'hui on n'a qu'une seule limitation, c'est notre imagination. Voilà. Donc imaginons, et je pense qu'on peut apporter beaucoup de solutions complètes, notamment en particulier au niveau de la santé. Et du coup, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas utiliser la notion de zone blanche pour quelque part se limiter dans l'utilisation des objets connectés. Parce qu'en fait, certes, il existe des réseaux bas débit, comme Sigfox ou d'autres. Nous avons un réseau Internet haut débit, en sachant qu'il a ses limitations, mais aussi nous pouvons utiliser les 3G, 4G. Donc ça veut dire qu'il existe des systèmes qui permettent d'intégrer les informations provenant des objets connectés et qui peuvent être véhiculés à ce moment-là en 3G, 4G. Donc ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de ressources qui peuvent aussi pallier
en partie les déficits qui existent au jour d'aujourd'hui. En sachant que c'est vrai que l'idéal, c'est de s'orienter vers l'utilisation de la fibre optique, parce que c'est ce qui est le gold standard. Si je vais faire de la téléconsultation, de la téléexpertise, c'est bien plus facile de pouvoir le faire avec la fibre optique, de pouvoir avoir à ce moment-là une vraie vidéoconférence avec l'échange de fichiers ou de lecture de radiologie, éventuellement en faisant intervenir de l'intelligence artificielle qui fait qu'on est vraiment dans un objet totalement complet. Au jour d'aujourd'hui, certes, la solution ne peut pas être utilisée là maintenant, mais je pense que nous pouvons déjà utiliser de l'existant, notamment avec Sigfox, avec Internet haut débit, ou alors avec la 3G, 4G aussi. Madame Morvan, vous nous disiez qu'il existait plus de milliers d'objets connectés. En tous les cas, c'est un véritable boom en ce moment. J'en ai recensé plus de 300. Mais... Depuis quelques années, c'est un véritable boom qu'il y a dans les objets connectés. On le voit dans les objets de luxe également, les montres connectées, et plein de petits objets qui sortent un petit peu dans le marché. On a parlé de l'écueil du réseau pour connecter ces objets. Est-ce que c'est le seul écueil qui existe avec ces objets connectés ? Ah non, alors déjà si vous voulez savoir un peu ce qui existe dans l'univers des objets connectés, il y a un site tout simple qui s'appelle objetsconnectés.com ou objetsconnectés.net qui est par catégorie automobile, santé, ainsi de suite. Alors moi j'écris dessus donc c'est un peu facile d'en parler, mais au moins vous avez un bon panorama de ce qui existe. Mais la première des choses c'est l'acculturation, l'apprentissage, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui fonctionne. Puis attendez, la première des choses c'est aussi est-ce que c'est un DM quoi, parce qu'on va pas aller vendre n'importe quoi, n'importe comment. Je sais qu'aux États-Unis il faut passer un agrément par exemple pour être considéré comme un objet à destination médicale. Bah, chez nous il faut un DM. Il faut que ce soit un dispositif médical. Donc on ne va pas vendre un DM dans le supermarché. Et les objets qui sont ici, ce sont des Ariel, DM. Ariel, c'est des DM. Alors ça, c'est un tensiomètre. Ça, c'est un oxymètre. Ils ont une balance, mais ils me l'ont pris à l'aéroport. Ils n'ont pas voulu que je l'amène, je ne sais pas pourquoi. Donc effectivement, oui, ce sont des DM. Mais moi, si je reprends la raison de notre pourquoi ici et comment faire pour désenclaver la Martinique et le Cap-Nord de déserts médicaux, déjà il faut les faire connaître ces objets connectés. Donc la première des choses, ce serait effectivement de faire une grande table ronde, une grande porte ouverte en ayant sourcé les bons objets connectés en fonction des pathologies. Alors pathologie, ça peut être cardio, ça peut être les maladies chroniques, mais ça peut être aussi du sevrage tabagique. Alors j'ai appris que en Martinique c'était pas un souci le tabac. Alors là je trouve ça génial déjà, bravo. Mais en fait par pathologie dire qu'est-ce qui existe. Voilà, comme objet connecté, et les montrer aux professionnels de la santé. Donc en fait, ce fameux mot interopabilité, il est essentiel. Dedans, ça veut dire qu'il faut mettre des infirmiers, il faut mettre des médecins, il faut mettre des pharmaciens, il faut mettre les EHPAD, et il faut que tout le monde sache, c'est des conférences, quoi. C'est je mets un vernis, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui fonctionne, et comment vous pouvez travailler ensemble. Et oui, la fibre, c'est super important parce que quand vous devez faire du partage de cas cliniques et que vous devez avoir de l'imagerie, si vous avez un écran naze, vous n'allez pas voir ce qui se passe. Et on ne va pas tout de suite mettre... alors, dans la santé connectée, on parle aussi d'intelligence artificielle et Watson d'IBM est capable de faire ça. Mais comment voulez-vous que... Enfin, capable, entre guillemets, de faire ça. Comment voulez-vous que Watson fonctionne encore s'il n'y a pas de réseau ici? Donc, première chose, c'est la technique. Et la deuxième chose, c'est l'apprentissage, l'acculturation. Donc je présente aux professionnels de la santé, j'englobe les professionnels de la santé, je leur montre comment ça fonctionne, et après, effectivement, je le présente au grand public. Mais vous parlez des professionnels de la santé, mais le grand public est, entre guillemets, au courant de ces objets connectés. Vous parliez d'objets bien-être, mais les montres connectées... Alors, particulièrement santé, mais de plus en plus dans les magazines informatiques, on voit justement des objets bien-être, peut-être en particulier, et parfois santé apparaître et le grand public est... Alors justement, Audica vient de sortir une étude qui vient juste, c'est Openway qui vient sortir l'étude pour Audica, qui dit notamment pour les personnes de 50 ans et plus, 87% des personnes de 50 ans et plus ont déjà entendu parler d'objets connectés. Mais ils ne savent pas forcément... 40% ont déjà utilisé un objet connecté. Donc une personne... non, c'est pas 40%, c'est une personne sur 4 a déjà utilisé un objet connecté dans les 50 ans et plus. D'accord ? Donc c'est pas beaucoup. Dans les objets connectés, qu'est-ce qui est ? Ce qui est connu, pas forcément utilisé, ce qui est connu, c'est la montre connectée.
d'accord? C'est le tracker d'activité, hein, c'est le podomètre, le tensiomètre et la balance. 40% des personnes de 50 ans et plus connaissent la balance connectée ou le tensiomètre. Donc ce n'est pas énorme. Donc c'est ça, on a cette impression, nous vivons dans un monde numérique, donc pour nous, nous sommes au courant au quotidien de toutes les avancées, donc nous baignons dedans, donc ça veut dire que oui, pour nous c'est évident de la connaissance de ces objets connectés. Monsieur et madame tout le monde ne connaissent pas bien les objets connectés. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai temps de formation, d'acquisition aussi, d'évolution, comme ça a été pour l'informatique aussi. Hein, donc c'est vrai que, ou comme Internet, il y a fallu un temps d'apprentissage, même si ce n'est pas extrêmement compliqué, hein, il y a vraiment un temps de formation aussi. Je voulais aussi rebondir aussi sur l'utilisation des objets connectés. Une problématique, ça reste la sécurisation des données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais échanger entre mon objet connecté et mon application, j'ai une fenêtre, je dirais, virtuelle, où qu'est-ce que devient cette donnée-là? Elle est dans un espace, et donc il y a la problématique de la sécurisation aussi des données. Donc ça devient quelque chose de plus en plus prégnant, et c'est pas parce qu'on est DM, dispositif médical, qu'on est sécurisé aussi. Il y a une étude dernièrement qui a montré, par exemple, que pour l'utilisation des pacemakers, hein, parce qu'on peut régler un pacemaker en dehors, hein, eh bien, il y avait 8 failles de sécurité dans l'utilisation d'un pacemaker. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que je vais prendre un scénario alarmiste. Ça veut dire que je peux avoir un hacker qui, quelque part, peut rançonner une personne sur le fonctionnement de son pacemaker. Donc ça, c'est vraiment le scénario catastrophe. Hein, donc tout ça pour dire que l'objet connecté, aujourd'hui, oui, on est dans le bien-être, oui, on se veut médical, mais attention, il y a aussi la notion de sécurité des données, d'une part, et puis de l'utilisation des données. Certes, elles sont sécurisées, mais qui en fait quoi? Donc ça, c'est toute la problématique du big data. C'est-à-dire que toutes ces informations vont se retrouver sur une appli, et qu'est-ce qu'on en fait? La personne, certes, va alimenter sa propre utilisation, il est content, mais on alimente le big data. Et le big data, c'est d'autres entreprises, que ce soit notamment les GAFA ou d'autres. Hein, et qu'est-ce qu'ils en font? Et donc ça, c'est vraiment, nous donnons gratuitement nos informations, hein, à notre big data. Certes, si eux le prennent, c'est qu'ils ont un intérêt. Et donc, je pense que là aussi, hein, ça fait référence à toujours cette notion de sécurisation. C'est qu'est-ce que le pouvoir public va nous épauler, en tout cas, pour bien contrôler l'utilisation de toutes ces données-là, parce que je pense qu'à un moment donné, ça va nous revenir d'une manière ou d'une autre, quoi. Nous les avons donnés gratuitement, mais qu'est-ce que nous aurons après en échange, quoi. Ça, c'est encore un autre débat. C'est une problématique qui se pose sur environ tous les domaines. L'open source, c'est une des solutions, mais ce n'est pas la solution miracle. Monsieur Salibert, vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais rebondir effectivement un peu sur ce que le docteur De Gale disait concernant, j'allais presque dire, la mentalité aussi de cette génération. Vous savez que malgré tout, notre population, ce n'est pas une population qui a été élevée, enfin la population d'un certain âge, ce n'est pas une population qui a été élevée avec l'informatique. Et je dis ça parce que je suis médecin de zone rurale. Donc il y a vraiment une vulgarisation de ces principes, de ces objets, de ces techniques, une vulgarisation qui doit convaincre la famille, pas seulement le malade, mais qui doit convaincre la famille, les aidants, les parents et les enfants. Convaincre. La deuxième chose, c'est que psychologiquement, chez nous, il faut le savoir, que les gens sont toujours relativement discrets sur leur maladie. Toujours très discrets. Et ils peuvent avoir une certaine forme de méfiance vis-à-vis de l'objet connecté, en disant, en particulier, sur la divulgation qui peut être possible, dans leur tête, qui peut être possible, de leur maladie, de leurs affaires personnelles, entre guillemets, que ça soit connu du grand public. Ils peuvent avoir ce petit frein. Donc, nous avons un travail, franchement, un travail d'acclimatation, un travail d'accompagnement, un travail de persuasion à faire auprès de ces gens, tous les jours. Parce que, ne serait-ce qu'au niveau du CCAS, je constate que quand les gens viennent vous voir au niveau du CCAS, ils sont très discrets sur ce qu'ils vous demandent. Ils sont très discrets. Si vous leur dites par hasard que vous allez leur donner un appareil qui permettra à n'importe qui à distance
de savoir, de contrôler ce qu'ils ont, de quoi ils souffrent par exemple, ça peut être un frein. En plus, vous savez bien que les médias aujourd'hui font tout un tabac négatif autour des objets connectés. Ils vous disent qu'à n'importe quel moment, un hacker, on vous montre un hacker qui arrive près de votre maison. On l'a vu récemment avec une peluche. Avec une, voilà. Et puis qui est en train, à partir d'un objet connecté de votre maison, de vous déshabiller, entre guillemets. Donc, il peut y avoir ces freins. Donc, nous aurons certainement, psychologiquement, nous aurons un travail d'approche, d'accompagnement, de persuasion à faire auprès de notre population. Et je rejoins, quant au problème de sécurité dont vous parlez, bon, eux ne le maîtrisent même pas. C'est vrai. Qu'est-ce que l'on peut faire avec ces informations à terme? Est-ce qu'elles sont bien sécurisées en quelque part? À qui elles vont servir, etc. Bon, ça aussi, c'est un sujet qu'il faut analyser. En parlant de vulgarisation et d'acclimatation, Mme Monvent, vous disiez que les pharmaciens peuvent jouer un très très grand rôle. Vous pensez que c'est... Vous avez déjà cette expérience-là Alors... au niveau de la vulgarisation, en fait, quel que soit le public. Hein, en fait, on a créé l'année dernière, parce qu'on s'est dit, il y a plein d'objets connectés santé qui existent, et en fait, les pharmaciens ne les connaissent pas tous, donc et puis les objets connectés ont du mal à rentrer dans les officines. Donc et il faut savoir aussi quels objets connectés utiliser. Alors, on a créé un prototype d'une borne qui réunit 6 objets connectés, d'accord, qu'on a placé au sein d'une pharmacie, et c'est écrit « accès libre et gratuit » pour que le patient, donc la patientèle du pharmacien, puisse avoir accès. Et donc cette borne, qui est quand même assez conséquente, hein, puisqu'elle mesure 1,60 m et large de 1,10 m, a tourné dans plusieurs pharmacies de l'Hexagone. Et on s'est aperçu de quelque chose de tout bête, c'est que le pharmacien ne sort pas de sa zone de confort. Le pharmacien reste derrière son comptoir. C'est quand même dingue, hein. C'est un professionnel de la santé, il ne va pas chercher le patient. Donc en fait, on a décidé de renverser la chose et de former le pharmacien en fait à l'univers de la santé connectée. Donc c'est étonnant que vous me posiez la question parce que hier je travaillais encore sur un projet qui va avoir lieu en février sur un congrès pharmaceutique à Paris, le 10-11-12, où en fait on crée une pharmacie du futur. Alors on ne peut pas dire du futur parce qu'il n'y aura pas que ça, parce que les pharmaciens ont aussi un problème de décroissance de chiffre d'affaires. Donc ils cherchent aussi à faire plus de chiffre d'affaires et ils vont utiliser la santé connectée pour ça. Où en fait dans cette pharmacie on va avoir effectivement la zone de confidentialité pour les entretiens pharmaceutiques, puisque les pharmaciens vont être rémunérés 40 € par an et par patient pour tout ce qui est... asthme et AVK pour les anticoagulants. Et puis on va essayer de créer une zone qui va être prenez votre santé en main en présentant des objets connectés, en mettant un planning. Le lundi on va travailler sur la cardio, le mardi on va travailler sur le sevrage tabagique, le mercredi on va travailler sur la mesure de stress et ainsi de suite. Faire payer le patient aussi, parce que la tout gratuité je suis pas sûre que ça aide aussi tout le monde. Donc le pharmacien va être formé et il faudra une plateforme qui fasse que toutes les semaines, tous les mardis, tous les mercredis, chaque objet connecté depuis son siège social puisse former les pharmaciens avec des modules de formation. Donc ça va être mis en place. Et oui, le pharmacien doit apprendre à bras-le-corps le sujet de la santé connectée. Et si lui ne connaît pas les objets dont parlait monsieur à ma droite, principaux, qui va les connaître ? Mais qui va les connaître? Donc, on a des déserts médicaux. Quand vous n'avez plus de médecins, c'est pas compliqué. Hein. Quand vous n'avez plus de médecins dans un village, donc il y a le numerus clausus, que vous connaissez parfaitement, qui n'existe pas pour les médecins, mais bon, qui existe pour les pharmaciens. Vous avez plus de médecins. Donc, on va plus à la pharmacie. Mais si on va plus à la pharmacie, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va plus aussi dans les autres... dans l'autre pan économique, on ne va plus à la boulangerie, on ne va plus à l'épicerie, on ne fait plus rien. Donc on va avoir aussi la mort de certains villages. Donc oui, il faut se battre pour faire revenir des médecins. Ça, c'est l'État qui s'en charge. Il y a beaucoup de choses qui sont jolies. Oui, il faut que le pharmacien prenne à bras-le-corps la santé connectée. Ça permet de désengorger aussi les salles d'attente des médecins, parce qu'une tension, un pharmacien, c'est capable de le faire. Hein. Quand on n'est juste pas bien et qu'on prend un rendez-vous juste pour sa tension chez son médecin, le pharmacien, il est capable de vous prendre la tension. Il n'y a pas de souci. Donc, le pharmacien serait une espèce comme en Suisse, de pré-triage, en fait. C'est ce qui se passe en Suisse dans les officines, hein, c'est un pré-triage des pathologies, avec après un appel direct sur un spécialiste, où effectivement, on pourrait prendre du conseil. C'est pas un vendeur de petites boîtes, le pharmacien. C'est un pharmacien, c'est un professionnel de la santé sur les médicaments. C'est lui qui est pratiquement le premier relais
de la bonne observance médicamenteuse. Alors, allez-y, monsieur Célibert. Juste une question un peu provocatrice. Est-ce que le développement de ces objets connectés ne va pas à contre-courant des bénéfices d'un certain nombre de gens, les maisons spécialisées, les médecins? Si demain un pharmacien est capable de diagnostiquer et qu'il est en même temps vendeur de pharmacie, est-ce que c'est l'intérêt du médecin? Non. Est-ce qu'il n'y a pas, disons, divergence d'intérêt divergence d'intérêt quand il y a développement des objets connectés pour la santé? J'imagine que M. Deguel va pouvoir répondre à cette question. Ouais, moi, je crois très fort à la complémentarité. Donc, je pense que, de toute façon, la santé de demain, elle ne peut passer que par la complémentarité des uns et des autres. Donc, je ne vois pas du tout une antinomie de travailler avec un pharmacien. Je pense que c'est un outil. Il ne faut pas oublier que l'objet connecté est un outil, ce n'est pas une finalité en soi. Donc, ça veut dire que si le pharmacien, ce qui existe déjà, beaucoup de patients, en tout cas en Martinique, beaucoup de patients vont à la pharmacie prendre leur tension, et quand la tension est trop élevée, ils viennent voir le médecin après. Donc je n'en vois pas du tout là une frontière, une incompatibilité, hein, et moi je suis toujours enchanté d'entendre des possibilités de coordination, de travailler ensemble, hein, parce que je pense que le but finalement, que ce soit le pharmacien ou le médecin, c'est malgré tout d'améliorer les indices de santé. Hein, nous ne pouvons pas dire que les indices de santé, notamment en Martinique, puisque moi je travaille là, sont extraordinaires. Nous avons vraiment de gros soucis de santé. Donc oui, mettons toutes nos forces ensemble, que ce soit le pharmacien. Alors, bon, elle parlait essentiellement du pharmacien. Moi, je pense ici beaucoup aux infirmières. Je pense que les infirmières libérales ont un rôle essentiel. Hein, elles sont vraiment présentes au chevet du patient. Elles connaissent très très bien leurs patients. Je pense aussi que les infirmières sont aussi des vecteurs d'utilisation des objets connectés. Donc aussi, je pense que ce n'est pas une antinomie de travailler avec les infirmières. Nous avons nos complémentarités. Moi, j'ai l'occasion de travailler dans une maison de santé. Et donc, nous avons une collaboration qui est très pertinente pour le patient, très agréable pour le médecin et pour l'infirmière, parce que nous avons un échange sur le patient, nous avons un suivi, et qui fait que ça rend, pour moi, un travail plus agréable aussi, plus facile, et ça me permet d'avoir une information continue sur l'état du patient, et quelque part, l'idée, c'est d'améliorer vraiment les indices de santé. Donc je pense que oui, la collaboration ensemble, elle est vraiment indispensable, et elle est vraiment en plus agréable. Et c'est ce que permettent les objets connectés à l'heure actuelle. Exactement. Une meilleure collaboration. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, les objets connectés vont permettre une chose, c'est-à-dire une meilleure collaboration de tous les acteurs de la santé. Et pour le bénéfice de qui? Des patients. Donc voilà, les objets connectés ne sont pas là pour créer des déserts quelque part, mais au contraire pour rassembler tout le monde au service de la population. Et Dieu sait que nous en avons besoin. Vous travaillez à IDEO, vous vouliez rajouter quelque chose, madame? Alors, juste, j'ai pas oublié les infirmiers, mais alors j'ai une petite déformation familiale parce que je suis petite fille, nièce, frère de pharmacien. Donc je suis le petit vilain canard qui n'a pas fait pharmacie. Donc mon cœur est vraiment porté sur les pharmaciens. Mais néanmoins, vous avez complètement raison. Parce que, effectivement, regardez dans les EHPAD, le premier acteur qu'on voit, là, c'est l'infirmier. Il est incontournable. Et quand on va dans un EHPAD, et là, il y a un très joli projet qui est en train de se créer avec une valise, avec un ensemble d'objets connectés qui permet effectivement d'avoir toutes les constantes, le suivi, l'alerte et ainsi de suite, c'est quand même vers l'infirmier qu'on se tourne en premier. Donc oui, je n'oublie vraiment pas les infirmiers non plus. Et j'imagine pour vous, vous avez dans la valise IDEO des objets connectés qui sont compatibles avec avec le réseau Sigfox. Vous avez quand même pas mal d'objets connectés et vous aidez dans pas mal de pathologies, notamment Alzheimer Voilà, donc Alzheimer, c'est une des solutions aujourd'hui qui est proposée. Et Dieu sait que quand il s'agit de Alzheimer, on a besoin de pas mal de collaboration et pas forcément qu'avec les professionnels de santé. Tout à fait, avec des professionnels de santé, mais ça peut être aussi, même pour les personnes âgées, ça peut être pour la livraison des repas, ça peut être pour plein de choses. Mais les objets connectés, ils vont aussi, tout à l'heure on parlait de prévention, ça peut aussi servir dans la prévention. Je prends un exemple tout simple, il suffit de mettre 3 capteurs de température pour pouvoir prévenir la légionellose. Donc c'est quelque chose, c'est un système tout simple, mais qui permet de prévenir.
Ça va beaucoup plus loin. On peut très bien étendre aussi aujourd'hui, même si le CO2, on en parle toujours par rapport à l'environnement, ça a aussi un aspect sur la santé. On le sait en ville, voilà. à Fort-de-France. Donc aujourd'hui, utiliser des objets connectés pour réduire ces émissions de CO2, ça existe, c'est du concret et ça marche. Donc voilà, donc c'est les objets connectés donc via le réseau Sigfox aujourd'hui, mais il y a d'autres systèmes qui sont plus adaptés à d'autres solutions. Mais voilà, l'ensemble de ces solutions-là présentent un intérêt pour la population, pour sa santé globale. Alors vous disiez en préambule que 95% du territoire martiniquais était sous le réseau Sigfox. Oui. Ce sont par le biais de mêmes objets connectés ou par divers objets connectés? Comment ce relais est fait auprès des professionnels de la santé et des professionnels tout court? Donc en fait, le réseau Sigfox, comme tout réseau de radiocommunication, il y a des stations qui sont implantées sur l'ensemble du territoire. La différence un petit peu avec le réseau GSM, le réseau GSM est un réseau où le téléphone communique en permanence dans les deux sens entre le téléphone et le réseau. Sur le réseau Sigfox, en fait, l'objet est au service. Pardon, c'est le réseau qui est au service de l'objet. L'objet va communiquer quand il en aura besoin, uniquement. Donc j'ai besoin d'envoyer une alerte, le réseau est là pour lui. Donc voilà, c'est un réseau qui est un petit peu différent, mais voilà. Donc il y a des stations qui ont été implémentées comme pour un réseau de radiocommunication classique. Alors, notre question, c'est par rapport à notre situation géographique. Nous sommes sujets à des tremblements de terre, nous sommes sujets à des ouragans, des cyclones. Est-ce que dans ces moments-là, le réseau est toujours viable, puisque on peut avoir des pertes de connexion Internet, des pertes de connexion d'électricité. Est-ce que ce réseau fonctionne toujours? Et si oui, à ce moment-là, est-ce que pour Cap Nord, par exemple, la priorité, c'est peut-être d'aller vers des objets qui peuvent se relier à ce réseau? Donc le réseau aujourd'hui, certains équipements sont installés sur des pylônes. On est hébergé par exemple par TDF sur leur pylône. Donc effectivement, si un ouragan va faire tomber le pylône, cette antenne-là ne pourra plus fonctionner. Mais dans les années qui vont venir, enfin dès 2018, on va continuer le développement du réseau pour offrir la redondance au niveau du système. Donc ça veut dire que si tout objet est vu par 3 à 4 stations, il faudra que ces 3 ou 4 stations soient inopérantes pour que l'objet ne puisse plus communiquer. Donc ça sécurise l'objet par rapport à une remontée d'alerte. Il y a des porteurs de projets aujourd'hui qui travaillent sur des objets Sigfox pour prévenir des tsunamis. Voilà. Donc la sécurité en cas d'ouragan, etc., peut être couverte par la redondance du réseau. J'imagine, Monsieur Salibert, que c'est quelque chose que vous gardez à l'esprit, parce que ça nous est déjà arrivé d'avoir, en tous les cas tout récemment, d'avoir cette problématique, d'avoir des personnes qui étaient véritablement coupées du monde une fois que Maria a fait ces quelques dégâts dans certaines de nos communes. Oui, c'est évident, je l'ai écouté avec beaucoup d'attention, parce qu'effectivement, aujourd'hui, notre premier souci au niveau des communes, c'est de savoir comment faire en cas de rupture d'information, en cas de rupture d'émission. Alors bon, dans certaines communes, nous sommes en train de revenir petit à petit à la CIBI, par exemple. Bon, mais parce que ça peut servir. Nous au Mont-Nevers, par exemple, nous pouvons, vu notre topographie, bon, quand il y a des cyclones, bon, c'est un véritable ravage. Hein. Bon, nous avons en plus peu d'enfouissement de lignes, etc. Donc, Foncé-de-Nîmes, Mont-Nevers, Grand-Rivière, il suffit de regarder à chaque cyclone l'état de nos lignes et l'état de nos communications. Donc, quand j'entends parler de ces objets qui peuvent, malgré tout, rester connectés avec d'autres sources d'informations pour nous tenir au courant de ce qui se passe dans nos quartiers, bon, je ne suis que particulièrement intéressé par cela. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'au niveau de nos équipements, tous nos équipements sont équipés de batteries de secours. Donc même s'il y a une coupure électrique sur le site où on est implémenté, on sera capable de fonctionner pendant plusieurs jours. C'est bon à savoir, ça. Madame Morvan, je me tourne à nouveau vers vous. Vous avez recensé un certain nombre d'objets connectés. Monsieur Deguel nous rappelait d'ailleurs que pas mal d'entre
Ces objets connectés sont réalisés par des entreprises privées qui utilisent des smartphones, souvent propriétaires. Comment on fait, à votre niveau ou au niveau de M. Salibert, pour inciter ces constructeurs à utiliser un certain réseau pour justement des territoires comme le nôtre qui n'ont pas forcément Internet comme on pourrait le trouver dans des grandes métropoles? Est-ce qu'il y a un moyen de, j'ai pas envie de pression, mais d'incitation à utiliser un certain type de réseau, ou est-ce on va rester dépendant de leur avancée, de leurs désirs? Ils ont leurs avancées. Hein. Nous, on ne fait que relayer le fait que des objets connectés existent, mais ils ont leur propre réseau, et c'est certainement pas moi qui vais leur dire, ou n'importe qui ici, non, n'utilisez pas ce réseau, quoi. Non, ce que je veux dire, c'est du coup, quand on veut répertorier sur un territoire comme la Martinique un certain type d'objets connectés, parce qu'on ne pourra pas avoir toutes les marques, toutes les c'est utilisé tous les réseaux. Donc ça, à ce moment-là, c'est à nous de choisir que moi, par rapport à... Ce matin, j'ai téléchargé l'appli pour avoir mon oxymètre. Je suis allée sur mon... Je ne vais pas dire les marques, mais je suis allée sur mon mobile. Oui, sur le store, on va dire. Et hop, j'ai téléchargé et zoup, ça fonctionne, quoi. Et j'ai vu que j'avais une super oxymétrie, qui n'était pas le cas à Paris la semaine dernière. Donc, non, vous avez votre smart, vous téléchargez et puis ça fonctionne. D'accord. Un des leviers peut-être qui pourrait aider justement toutes les sociétés qui fabriquent des objets, notamment toutes celles qui fabriquent des objets fonctionnant sur le réseau GSM. Ça a un certain coût. Et pour les aider, par exemple, à se développer sur le réseau Sigfox, il faut leur dire que le coût est divisé par 10. Fonctionnement sur le réseau Sigfox, on divise par 10 les coûts de fonctionnement. Donc ça peut être... voilà. Généralement, le côté économique est un facteur qui peut aider justement à faire développer. Alors ça, c'est un appel à start-up pour venir effectivement sur le secteur nord en utilisant le réseau Sigfox. Donc les étudiants sont les bienvenus. Hein. Et pour vous, monsieur De Gale, quand vous avez monté votre start-up, c'était quelque chose que vous avez, sur lequel vous avez réfléchi? Vous avez parlé d'open source tout à l'heure. J'imagine que c'était une volonté de départ? En fait, moi, je suis médecin généraliste, mais je travaille également en maison de retraite, notamment qui est spécialisée en maladie d'Alzheimer. Donc, j'ai été confronté à la problématique du vieillissement et de la dépendance, d'une part. Et par ailleurs, dans mon travail au quotidien, je suis interpellé par la problématique du vieillissement, et tant de la population que des confrères médecins aussi, puisque eux, ils seront de moins en moins nombreux demain. Donc c'est se dire que oui, il faut trouver une solution et que la solution n'est pas forcément du côté du pouvoir public. Je pense que nous aussi, les médecins, nous pouvons réagir. Et qu'est-ce que moi, en tant que médecin, je pourrais avoir comme réflexion et quelle serait comme solution que je puisse mettre en avant. Je pense que le médecin, certes, dans son contact au quotidien, avoir un contact individuel, mais aussi il peut avoir une action en santé publique, et donc de dire vraiment j'apporte une solution médicale à un problème de santé publique. Donc c'est pour ça que ma réflexion c'est d'abord été de partir des objets connectés, c'est-à-dire mais comment le médecin va utiliser les objets connectés pour les personnes âgées. C'était ça la grosse problématique. Comment on va utiliser les objets connectés, comment les intégrer. Et donc, ça a été ça mon point de départ, où on va créer d'abord une plateforme pour l'utilisation de ces objets connectés. Alors, je pense que c'est n'est jamais inventé ce qui a déjà été inventé. Donc, c'est prendre l'existant, trouver l'existant, c'est ça un peu la difficulté, d'avoir aussi la notion de ce qui existe. Donc trouver l'existant, l'utiliser, et puis de cette utilisation des objets connectés, ça a été de se rendre compte que finalement ce n'est qu'une partie de la solution, et que si j'ajoutais par exemple le service à la personne, que si j'ajoutais le portage de repas, si j'ajoute la téléassistance, si j'ajoute la domotique, si j'ajoute l'aide aux aidants, finalement j'arrive à un service extraordinaire, complet, qui me permet de remplacer vraiment la maison de retraite. Parce que c'est ça, c'est qui nous intéresse, c'est de pouvoir vieillir à la maison. Je dirais, quand j'entends un patient qui a toujours vécu chez lui, avec son propre environnement, les bruits de la maison, les bruits du chien, sa vieille assiette cassée,
ben, il a envie de continuer toute sa vie avec sa vie assez cassée. Hein, et n'a pas envie de se retrouver dans un environnement quasi hospitalier avec des assiettes trop propres, un verre trop propre, tout qui sent l'antiseptique. Il n'a pas envie de ça. Donc je pense qu'à un moment donné, on doit trouver une vraie solution. Et je pense que la solution que la start-up propose, là, à partir du moment où on intègre, et en plus nous intégrons les acteurs locaux, hein, c'est-à-dire que nous utilisons déjà l'existant, nous utilisons la téléassistance qui existe, nous utilisons le service à la personne qui existe, nous utilisons le portage de repas qui existe, simplement nous coordonnons, nous rendons les choses beaucoup plus faciles, parce que si je mets chaque fois un interlocuteur différent, c'est-à-dire que la personne âgée, parce que c'est ce que je vois aussi, hein, et parfois c'est monsieur qui a 84 ans et c'est madame qui a 83 ans qui s'occupe de monsieur qui a 84 ans. Donc c'est pas évident. Ou alors ce que je vois aussi, c'est monsieur Alzheimer qui est tout seul à la maison. C'est-à-dire que les enfants viennent le matin, ferment la maison, ils reviennent le soir pour l'ouvrir, pour lui donner à manger. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut vraiment trouver des solutions et qui soient simples aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un interlocuteur unique qui se dit, ben voilà, je vais vous accompagner, hein, voilà, vous êtes pour le moment dans ce niveau de dépendance, hein, et donc, en fonction de l'évolution que vous allez avoir, je sais que nous serons toujours là et nous allons nous adapter à votre dépendance. À un moment donné, il faudra peut-être un lit médicalisé, eh bien, on va utiliser l'acteur qui existe sur le territoire, on va faire appel, mais ça permettra, en tout cas, et c'est finalement la plateforme qui va aller chercher l'acteur sur le territoire, qui va le mettre à disposition, et qui permettra à ce moment-là d'avoir le lit médicalisé, qui permettra d'avoir l'appareil oxygène, qui permettra d'avoir un objet connecté. Hein, je ne suis pas diabétique, et puis je deviens diabétique, mais je vais avoir besoin d'un glucomètre connecté. Hein, donc voilà, donc c'est vraiment dire, on rend les choses beaucoup plus faciles, mais complètes aussi, pour dire qu'à un moment donné, on a une solution globale, mais surtout également un coût maîtrisé. Parce que au jour d'aujourd'hui, le modèle économique des maisons de retraite n'est pas viable. C'est un coût de construction important. Il y a un temps de mise en œuvre qui est important. Il y a des frais de fonctionnement aussi. Donc finalement, voilà. Donc c'est cette solution-là qui permet de dire que finalement, on a un coût maîtrisé pour la famille, pour la collectivité aussi. Hein, nous avons une population qui est très précaire. Hein, la plupart du temps, les familles ne peuvent pas non plus assurer le coût d'un hébergement en maison de retraite. Donc c'est la collectivité qui est obligée de le faire. Et donc là aussi, ça nous permet de dire que nous avons une solution qui est quand même moins onéreuse. Hein, donc voilà, c'est vraiment, ça a été tout un cheminement pour le point de départ des objets connectés et qui arrive finalement à une solution complète où on se dit maintenant on arrive à une nouvelle maturité, hein, où nous pouvons vraiment garder la personne à son domicile, comme 96% des personnes âgées souhaitent vieillir et mourir chez elles. Et de plus en plus, cela continue. Nous allons terminer notre table ronde. Je vais vous laisser la parole à chacun d'entre vous. Un dernier mot. Vous pourrez rebondir, bien évidemment, sur ce que M. Deguel a dit. Et je vous demanderai de conclure en nous donnant peut-être, selon vous, au vu de tout ce qui a été dit durant cette heure qu'a duré le plateau télé, selon vous, quelle serait la prochaine étape pour une meilleure intégration, peut-être une meilleure vulgarisation des objets connectés en matière de santé sur la Martinique. Monsieur Le Gluyer, pour commencer. Donc dans un premier temps, je rejoins monsieur. Aujourd'hui, l'acteur essentiel pour la santé, c'est quand même le monde médical. C'est celui-là qui est au courant et qui connaît les besoins de la population. Donc une solution aujourd'hui existe avec les moyens qui sont existants aujourd'hui. Donc je suis convaincu qu'il faut que les acteurs des objets connectés travaillent en collaboration avec les professionnels qui connaissent bien leur domaine pour justement continuer à développer toutes ces solutions pour la population et proposer justement le futur en termes de santé pour la population. D'accord, merci bien. Monsieur Deguel, on terminera avec vous, Monsieur Salibert. Monsieur Deguel, votre idée pour une meilleure vulgarisation, une meilleure intégration des objets connectés en matière de santé en Martinique et plus particulièrement sur le nord de la Martinique. En fait, on n'a pas évoqué non plus la problématique du coût.
hein, parce que c'est vrai que chaque objet connecté a un coût. Donc, c'est à un moment donné se poser la question, est-ce que je vais acheter mon tensiomètre, ma balance connectée, mon glucomètre, mon oxymètre, mon pilulier, voilà. Donc, c'est à un moment donné, bon, quel est, dans le cadre de la santé, hein, dans le cadre de la santé, quelle va être un peu cette possibilité de prise en charge? D'autres pays assurent une prise en charge, à minima, des objets connectés. Nous, qu'est-ce que sera l'évolution? Est-ce qu'à un moment donné, il y aura aussi une prise en charge de ces objets connectés en santé, en sachant que, certes, nous sommes acteurs du préventif, mais également du curatif. Donc c'est pour ça que je pense que là, ce sera une autre réflexion de savoir quelle sera la prise en charge par la société de ces coûts, de ces objets de santé. Merci bien. Madame Morvan, pour conclure. Alors pour implémenter des objets connectés sur un territoire où il y a des forts déserts médicaux, encore, comme disait monsieur, vulgarisation, acculturation, ça passe par des congrès, ça passe par des forums, ça passe par réunir les professionnels de santé, tous les professionnels de santé, en faisant régulièrement des formations. Allez, on va dire une fois par mois, on va travailler sur tous les objets connectés qui sont sur la cardio ou qui sont sur les maladies chroniques. Et puis après, c'est juste de la com, quoi. Et les acteurs, quand les professionnels de la santé sauront ce qui existe déjà, ce seront les meilleurs vecteurs de communication auprès des patients. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Salibert, c'est à vous que revient le mot de la fin pour répondre à la question et puis pour conclure également. Déjà, je souhaiterais remercier vivement les différents intervenants qui, au fond de moi, en tant que politique, c'est vrai, me donnent beaucoup d'espoir. Espoir pour moi-même, parce que je me dis, c'est vrai que nous faisons un excellent travail à Cap-Nord pour pouvoir, en pensant au problème du désert médical et de l'e-santé en particulier, mais on se dit que si jamais ça se met en place, vraiment, nous aurions réussi au moins ce pari. Ceci dit, nous savons très bien que ça ne dépend pas uniquement de nous. On a parlé de la fibre optique tout à l'heure. Nous savons que c'est avec l'aide de l'ARS, avec l'aide de la CTM et des différents CCS que nous allons réussir ce pari. Mais j'aimerais ajouter, pour rebondir sur ce que Mme Morvan dit, vous savez, au niveau des communes, nous organisons des forums, nous organisons des réunions sur tout ce qui peut concerner les servitudes, la succession. Je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on fasse ce type de réunion, mais avec les administrés, avec différents intervenants, parce qu'il faut convaincre, encore une fois, il faut persuader, il faut vulgariser. En plus, s'agissant des coûts, nous savons très bien qu'effectivement, quand on connaît, nous avons des maisons spécialisées, des hébergements. Vous connaissez tous le coût de revient. Aujourd'hui, les communes n'ont pas le moyen d'intervenir pour aider individuellement. Par contre, s'il s'agit d'aider chaque intervenant dans l'acquisition peut-être d'un objet connecté ou trouver des solutions pour mutualiser les acquisitions pour ces personnes, peut-être qu'il faudra qu'on y réfléchisse. Parce qu'il vaut mieux payer pour assurer une certaine forme d'autonomie, de sécurité, parce que c'est ça qui est important. Ces gens aujourd'hui que nous ne maîtrisons pas, si demain matin nous sommes sûrs qu'ils sont accompagnés, qu'ils deviennent autonomes avec l'envie de rester chez eux jusqu'à leur mort, il faut peut-être leur donner le petit coup de pouce qu'il faut pour qu'ils aient cet objet connecté chez eux. Donc c'est tout l'espoir que j'aimais. Puis s'agissant des jeunes, j'aimerais leur dire que nous avons à Bellefontaine un immeuble totem qui est prêt à les accueillir pour tous les jeunes start-up qui sont décidés de travailler sur ce secteur. Voilà, vous savez tout, ou en tous les cas, vous en avez les bonnes bases en ce qui concerne les objets connectés. C'était le sujet de ce plateau télé, ici même, tourné en direct à Marigot. Un plateau télé organisé par le Media Lab et filmé, l'occasion était trop belle, par les stagiaires du centre du CHU de Martinique. Bel bonjour à eux et merci encore. Ciao, bye bye. Les stagiaires du CHU de Martinique, oui. Je viens d'apprendre qu'ils ont même un atelier une salle de réalité virtuelle à Montgolfier.